Ouais, j'ai choisi de vous parler de foot, mais le but de mon exposé, c'est justement de vous montrer qu'on peut en parler quand on n'y connaît rien. Parce que j'y connais rien. Si j'avais pas été sympa, j'aurais pu commencer en montrant ça et en disant ouais, on va se chauffer et tout. Mais non. On va oublier ça tout de suite. J'aime pas particulièrement le PSG, je viens du pays du rugby, moi. Donc en fait, j'en ai rien à foutre du foot. Mais bon, voilà. Bref. Mais j'aime bien quand même. Si le PSG perd ce soir, je serai content avec vous, etc. Il n'y aura pas de souci. On va juste regarder ce genre de truc. C'est-à-dire, allez, si je regarde, j'ai tapé en fait, en préparant mon exposé, j'ai tapé OM pour voir quel était le prochain match qui allait venir. Je suis tombé sur ça, OM Reims. Je pensais effectivement que l'OM allait gagner. C'est aussi ce que m'a dit Google. Mais je me suis demandé comment est-ce qu'ils fabriquaient ce genre de pronostics qu'ils font ici. Et moi, comme j'y connais rien, et que je vous avais pas sous la main, parce que peut-être parmi vous, il y a des gens qui connaissent des choses, je me suis dit, une bonne façon de faire, ça doit être de regarder ce que disent des gens qui connaissent quelque chose. Et le problème, c'est que quand on commence à faire ça, c'est un petit peu ce qu'on fait aussi quand on veut essayer de prédire l'économie, on écoute ce que vont dire les différents experts, et en fait, ils disent jamais la même chose. C'est pareil avec les journalistes. Ok, effectivement. Donc, j'en ai pris au hasard. Alors, je suis désolé, parce que je connais rien non plus aux journalistes sportifs, c'est pas mon boulot. Mais bon, j'en ai pris quelques-uns au hasard que j'ai trouvé. Alors, il y en a d'autres que j'aurais dû mettre à la place, je sais pas qui. Oui. Bon, d'accord. Très bien. On va pas le ménager par la suite. J'ai pas prévu de dire du bien de lui parce que comme je les connaissais pas. Et voilà, j'ai sorti différentes personnes que, en fait, les 5 premiers que j'ai trouvés en tapant journaliste sportif sur Google Images. Donc de toute façon, c'était pas mon choix. Les pronostics qu'ils ont fait ici sont pas vrais parce que j'ai pas eu le temps de chercher ce qu'ils disaient et que ça m'intéressait pas particulièrement. Mais j'ai imaginé qu'il y en a un qui disait victoire, match nul, victoire et défaite. Alors prédire les scores, c'est un peu compliqué en fait. On va commencer par faire un peu plus simple. On va juste essayer de prédire, parce que c'est ce qui intéresse les gens quand on a un club qui a les moyens de viser que la victoire. On va juste essayer de prédire victoire ou alors nul ou défaite. C'est plus facile, il n'y a que 2 options. Ok. Donc je vais essayer de vous raconter comment on peut faire, si on suit au fur et à mesure des semaines les pronostics qu'ils vont faire, comment on peut faire pour arriver assez rapidement à pronostiquer aussi bien que le meilleur d'entre eux, mais en plus à ne pas faire d'erreurs trop souvent pendant qu'on apprend. Il y a une première méthode, mais le problème c'est que les méthodes qu'on peut réellement utiliser dans ce cas-là, elles sont un peu compliquées. On va voir qu'il y a des petites équations comme ça qui deviennent un peu moches. Ça peut devenir beaucoup plus simple si on fait une hypothèse supplémentaire. Et l'hypothèse supplémentaire, et en fait là je pense que vous allez tous aimer mon expert. L'hypothèse supplémentaire, c'est qu'il existe un expert qui ne se trompe jamais. Okay. Il faudrait qu'il existe un pronostiqueur en foot qui ait toujours raison, ce qui malheureusement n'est pas le cas. J'ai décidé du coup de vous proposer, puisque ça serait un peu le Père Noël, de vous proposer Alain Chabat en Père Noël, qui pour moi, là par contre vous êtes d'accord que c'est le meilleur Père Noël qu'il y ait jamais eu. Donc voilà. On va partir avec ces 6 experts et on va suivre le calendrier de la saison au fur et à mesure qui se passe. Regardez. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme méthode pour essayer de faire aussi bien que le meilleur expert? On pourrait dire, à chaque fois qu'un expert se trompe, j'arrête de le croire et j'en choisis un autre. Moi ça me semble être le plus naturel. Par exemple, le premier match, il y en a un qui dit victoire, l'autre nul ou défaite, victoire, nul ou défaite, victoire, c'est ce que j'avais écrit sur le slide d'avant. Le match se joue, et moi j'ai choisi lui, parce que, je sais pas, je suis vieux, donc je m'identifie plus facilement aux gens qui ont les cheveux blancs. Paf, malheureusement, heureusement pour vous, c'est une victoire, et je dis hop, dégagez papier, retraite, et toi aussi t'en connais parce que tu t'es trompé aussi. Okay, donc il en reste plus que 4. Le match d'après, il y a ces pronostics-là, et je dis, ces 4-là, ils se sont pas trompés au premier match, donc c'est bon signe pour eux, c'est pour ça que j'ai viré les 2 autres. Donc je vais croire un de ces 4-là. Je me suis dit, je vais croire, pourquoi pas, lui, le faux Père Noël. Alors, le match se passe, et paf, il se trompe, pas de chance. Donc moi, ça fait déjà 2 fois, ce que j'ai souligné, c'est ce que je choisis, ça fait 2 fois que je choisis le truc qui se passe pas. C'est pas terrible. Il me reste plus que 3 experts vivants. Bon, il me propose une solution, et paf, à nouveau, j'ai choisi celle qui se trompe, et je recommence, etc., jusqu'à arriver à la fin où tout d'un coup, effectivement, ça s'était prévu à l'avance, je vous avais dit qu'il y en avait un qui se trompait jamais. J'ai joué le jeu comme si je savais pas qu'il était là, mais voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis trompé 1, 2, 3, 4 fois. Et en fait, si vous y réfléchissez, si vous avez N experts, c'est tout à fait possible que vous choisissiez un mauvais, vous vous trompez, donc vous passez au suivant, vous vous trompez, vous passez au suivant, etc. jusqu'au moment où finalement vous allez trouver le bon, le Père Noël. Ça fait que s'il y en a N, vous allez peut-être vous tromper N-1 fois. Et c'est beaucoup trop. On peut faire vachement plus malin. Est-ce que vous avez une idée sur comment on pourrait faire pour éviter de commettre autant d'erreurs avec le même groupe d'experts? Hein? On peut pas enlever les tocards du lot, on est obligé, on est contraint avec eux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se tromper aussi peu souvent que eux? Qu'est-ce qu'on peut faire? Pas d'idée? Hein?
Non, vas-y, vas-y. Non, j'ai déjà Sparkman notre propre avis, mais on part sur... Hein? Alors on reste sur le même, ça peut marcher bien s'il est bon, mais s'il est mauvais, on va vraiment se tromper tout le temps. Moi je propose un truc, regardez au début quand même ce qui s'est passé. Au début, il y en avait 4 qui avaient dit victoire, et il y en a 2 qui ont dit défaite. Et bon, on peut se dire à un moment, je vais peut-être essayer de suivre la majorité de ceux qui restent encore, plutôt que juste en prendre un. Et ça, bon, j'ai dit juste avant, donc en suivant l'algorithme précédent, on va faire au plus n-1 erreur. Maintenant, je vais suivre la majorité. Et regardez ce qui se passe. Ici, bah, cette fois-ci, la majorité, ils disent victoire. Donc, je vais suivre la majorité, et paf, j'ai raison. Et là, ces deux-là, ils sont éliminés. Ensuite, maintenant, la majorité dit nul ou défaite. Je suis la majorité, ils ont raison. Là, maintenant, la majorité dit victoire, je suis la majorité, ils ont raison. Et là, ici, la majorité, il n'y a pas de majorité. Alors bon, on tire à pile ou face. Moi, je dis défaite, et en fait, c'est victoire. Mais à la fin, ça y est, ils sont tous éliminés, il ne me reste plus que celui-là. Et par rapport à tout à l'heure, j'ai commis une erreur. Et encore, elle était due à pile ou face. Alors vous allez me dire, ok, c'est fabriqué pour, parce que dès le début, là, tous les experts, ils avaient raison, donc c'est normal qu'en prenant la majorité, on ne se trompe pas. En fait, non. Vous allez voir que là, on va commencer à réfléchir un peu en termes de maths. Cette fois-ci, la majorité, imaginons une autre histoire où la majorité des experts, ils se trompent la première fois. Donc moi, je suis la majorité, je suis un peu moutonnier, là, je dis ok, les 4 ils disent défaite, on y va pour défaite, paf, je me trompe. Ok, je me suis trompé, mais combien il reste d'experts? 2. Donc maintenant, se tromper entre celui qui est bon et le mauvais, il n'y a plus beaucoup de possibilités. Alors après, on déroule l'histoire, hop, cette fois-ci ils ont raison tous les deux, bah, c'est comme ça, bah, tant mieux, moi j'ai raison aussi, du coup, on est suivant. Là, cette fois-ci, à nouveau pile ou face, et bah du coup, je me suis trompé, et à la fin de l'histoire, j'arrive avec une seule erreur. Pourquoi? Ce qui se passe au début, c'est très important. J'ai suivi la majorité, et c'est pas que la majorité a toujours raison, mais c'est que si la majorité a tort, cette fois-ci, j'en vide pas un comme la dernière fois, mais j'en licencie la moitié. Ça fait faire des économies. Okay, en réalité, si vous y réfléchissez, cet algorithme, par rapport au précédent, cette méthode, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que je me trompe, je suis certain que je diminue le nombre d'experts qui restent de moitié. Alors si j'ai un nombre d'experts au départ, attention, question de maths, là il faut réfléchir. Si j'ai un nombre d'experts au départ, et à chaque fois que j'ai une erreur, je divise le nombre d'experts qui restent par 2. Une autre erreur, je divise par 2. Combien de fois je peux faire d'erreurs? Alors peut-être, on m'a dit qu'il y avait première, terminale et puis supérieure parmi vous. Peut-être en première, c'est plus difficile de trouver la réponse. Mais... Non? Pas tellement. Regardez, voilà, je commence par une illustration numérique. Imaginez, j'ai 80 experts, parce qu'en fait, il y a beaucoup plus que ça de gens qui font des pronostics. Regardez, j'ai 80 experts. C'est juste là la partie intéressante, après vous pourrez parler. Si j'ai 80 experts, avec la première méthode où je choisis un expert parmi ceux qui se sont jamais trompés, et ensuite, si je me trompe, je change, je peux me tromper 79 fois. Avec la méthode qui va diviser par 2 à chaque fois que je me trompe, bah, je peux me tromper une fois, j'en ai plus que 40, une deuxième fois, j'en ai plus que 20, une troisième fois, j'en ai plus que 10, une quatrième fois, j'en ai plus que 5, une cinquième fois, j'en ai plus que 2,5, on tranche l'archet en 2, une sixième fois, j'en ai plus que 1,25, et une septième fois, j'en ai plus aucun. Parce qu'en fait, il y a forcément un nombre entier d'experts. On va s'interdire de les trancher en 2. Donc ça veut dire qu'avec la première méthode, je vais me tromper 79 fois, avec la deuxième, au plus, je me trompe 6 fois, parce que si jamais je me trompais une septième fois, eh ben, il n'en resterait plus dans le lot. Okay, donc, la première méthode, 79 erreurs possibles, la deuxième méthode, 6. Ce qu'il faut, c'est être sûr que le nombre d'experts, je le divise par 2, et à chaque erreur, je redivise par 2. Donc 2 fois 2 fois 2 fois 2, à la fin, j'ai n divisé par le 2 à la puissance le nombre d'erreurs. Et là, quand même, pour ceux qui ont vu les logarithmes, vous devez voir qu'en fait, du coup, résoudre cette équation-là, 2 puissance e plus petit que n, c'est la même chose que dire e est plus petit que le log de e en base n. Donc en fait, vous avez une borne ici qui... Alors c'est pas frappant, ok, nous ça nous éclate d'avoir des bornes qui soient en log n plutôt des majorations, comme ça, des inégalités avec des log n plutôt qu'avec des n. Mais en fait, d'abord, cette méthode marche tout le temps pour trouver le meilleur expert en faisant au plus log de 2n erreur. Et si vous partez cette fois avec 1000 experts, regardez que la première méthode, elle va se tromper 1246 fois, possiblement, la deuxième, 10 fois. Donc ça améliore un peu les choses. Okay, donc c'est des choses un peu spectaculaires. Je ne sais pas combien de temps il me reste, Pierre. Je ne sais pas non plus. 6 minutes. 6 minutes, ok, super. J'ai une vérité terrible à vous dire, c'est que tout ce que je vous ai raconté, évidemment, vous ne pourrez jamais l'utiliser à cause d'une raison. Et la raison, elle est cachée derrière moi parmi les 6 photos. Laquelle?
Exactement. On vous a menti sur beaucoup de choses, et sur celle-là en particulier. Il faut composer avec les 5 qu'il y a là, et comme vous me l'aviez gentiment fait remarquer au début, j'ai pas bien choisi, donc ils sont pas terribles, ok d'accord. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, je faisais voter les gens en leur donnant chacun une voix. Et au fur et à mesure qu'ils se trompaient, je leur enlevais une voix, donc je disais ok, toi t'auras 0, toi t'auras 0, et à la fin, il reste plus personne qui vote. Et là, je suis très embêté. En fait, dans la vraie vie, si jamais il n'y a personne qui a un résultat parfait, ce qu'il faut faire, c'est pas complètement virer les gens qui se sont trompés, il faut leur donner un peu une seconde chance. Donc en fait, quand ils se trompent, au lieu de remplacer leur nombre de voix par 0 et de garder 1 pour ceux qui ne se sont pas trompés, ce qui à la fin m'embête parce que du coup je me retrouverai avec plus aucun expert à la fin, ce qu'il faut faire c'est juste diviser par 2. En fait on peut diviser par d'autres valeurs, on peut calibrer un petit peu suivant ce qu'on veut faire, mais ici voilà, ils se sont trompés, je dis pas vous êtes virés, je dis juste vous n'avez plus qu'une demi-voix. Okay, et puis ensuite, on recommence, je les fais voter, et ceux qui se trompent, je divise leur voix par 2, etc., etc. Et je garde tout le temps les gens. Alors, on peut démontrer d'une part qu'en faisant ça, en fait, le nombre moyen d'erreurs tendent vers 0. C'est-à-dire, en fait, ce qui se passe, c'est que le nombre d'erreurs qu'on fait avec cette méthode, qui s'appelle gentiment EWA, pour des raisons que j'expliquerai pas, on fait aussi bien que le meilleur expert, même si c'est pas le Père Noël, même s'il se trompe, on va faire aussi bien que lui, plus une quantité qu'on appelle le regret. Ça semble normal, c'est le regret, c'est-à-dire c'est ce que je regrette comme erreur que j'ai commis si dès le début j'avais su qui était le meilleur expert. Et en fait, on peut montrer que le regret divisé par le nombre de fois qu'on joue tend vers 0, c'est-à-dire qu'en fait, le nombre d'erreurs moyens qu'on commet avec le temps tend vers 0. Donc, on est assez content avec ça. Un jeune collègue, Sébastien Garchinovitz, qui a fait sa thèse il y a quelques années, qui est maintenant en poste à Toulouse, avait proposé une preuve d'une version générale de ce théorème que j'ai pas pu résister à laquelle j'ai pas pu résister de vous montrer. Vous pourrez comparer à ce que vous a montré Pierre tout à l'heure pour savoir lequel est le plus compliqué. Ici, c'est exactement le nombre d'erreurs. Ici, c'est en gros l'erreur du premier expert. Et ici, c'est un calcul un peu compliqué pour le regret. Alors, ça demande pas mal de calcul à la fin pour tout faire, mais on arrive à démontrer les inégalités avec un peu de boulot. Quand je vous montre ça, pardon, il restait encore une page, moi je me souvenais pas qu'il y en avait tant que ça. Bref, quand je vous montre ça, moi je suis là en train de vous montrer ça, et vous êtes là comme ça. D'accord? J'ai hésité, mais vous êtes même là peut-être comme ça. Pourquoi? Effectivement, non mais c'est vrai, ce que je veux dire c'est que mes collègues avant, ils ont quand même eu la décence de vous parler d'agriculture, de choses dont on a besoin, d'optimiser les rendements pour nourrir les gens qui meurent de faim, de parler de robots qui vont aider à faire marcher les gens qui peuvent pas, etc. Il faut voir qu'en fait, ces méthodes-là de prédiction avec des avis d'experts, c'est pas uniquement valable pour le foot, même si d'ailleurs ce serait marrant à essayer parce que j'ai jamais vu vraiment de gens qui avaient essayé en pratique sur le foot. Moi ce que je connais c'est ça, sur la pollution. Il y a pas mal d'articles qui sont sortis où en fait les gens disaient on va essayer de prédire chaque jour le taux d'ozone dans l'air en fait. Alors ça c'était le taux d'ozone dans l'air le lendemain. Et pour ça ils sont allés voir des experts, donc ils sont allés voir des physiciens, des météorologues, des géophysiciens, etc. Ils leur ont demandé donnez-moi votre prédiction pour demain, basée sur des modèles physiques, basée sur des modèles météorologiques, etc. Et chacun vient avec une prédiction différente, construit avec une grosse réflexion scientifique, avec beaucoup de calculs, etc. Le problème, c'est que les prédictions, vous voyez, ça va de 40 à 80, donc ça va du simple au double. Comment je fais? En fait, je vous ai donné à la fin la référence d'un article, vous n'allez pas le lire, mais où les gens ont utilisé cette méthode, c'est-à-dire en faisant voter les gens et en diminuant leur poids quand ils se trompent trop, et ils ont réussi à prédire mieux en fait que le meilleur modèle physique en utilisant ça. Une autre possibilité, c'est si on veut faire des sous, on peut utiliser ça sur les cours de la bourse. On peut aussi, ça n'a pas été fait, mais ça serait une idée marrante de l'utiliser sur des modèles épidémiologiques. Donc en fait, si vous allez sur le site SantiWeb, j'ai aussi mis la référence à la fin. Je ne sais pas si les slides vous seront envoyés ou pas. Vous avez tous les jours la météo de la présence de grippe. Donc là, l'épidémie va pas tarder à monter dans pas très très longtemps. Ils mettent aussi toutes les maladies, les crises de diarrhée, les trucs, la gastro, etc. Vous avez la météo, vous voyez les taches rouges qui apparaissent et puis qui se propagent parce que les gens voyagent et emmènent leurs microbes partout, par exemple de Paris jusqu'à Marseille. Et vous avez ce genre de petites séries. Il y a des modèles mathématiques aussi qui permettent de modéliser comme ça ce genre d'épidémie. Il y en a plusieurs. À ma connaissance, là pour le coup, ça n'a pas été essayé, cette méthode de faire voter différents modèles, mais ça serait tout à fait faisable. Donc à la limite, on recrutera peut-être un jour pour le faire. Ce que je voulais vous dire en attendant, c'est que j'espère que les exemples que j'ai mis à la fin, c'est-à-dire la pollution, l'argent et la maladie, vous montrent qu'il n'y a pas que l'application au foot, même si elle est marrante, et que, en fait, quel que soit le domaine dans lequel vous allez faire votre vie plus tard,
De plus en plus, vous allez vous retrouver par rapport à des gens qui vont s'amuser à faire des calculs par rapport à des prédictions que vous allez faire et tout ça. Donc je ne veux pas tous vous dire aller en fac de maths, je devrais tous vous dire aller en fac de maths ou en prépa. Mais même si vous choisissez de faire autre chose, même si vous choisissez d'aller bosser dans un milieu complètement différent, il faut quand même connaître ces méthodes, il faut connaître ça, d'accord? Si vous voulez faire de l'économie et qu'on vous propose une formation d'économie où il n'y a pas de maths, sachez que vous ferez manger par des gens qui feront ces prédictions-là. Si jamais on vous propose de faire de l'anglais et que vous voulez devenir traducteur, sachez qu'à un moment, il faudra justifier votre job par rapport aux gens qui entraîneront des robots à faire des traductions automatiques. Ça se fait maintenant. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'études d'anglais, mais ça veut dire qu'il faut continuer aussi à faire des maths et de l'informatique. J'ai juste mis ça pour dire à qui j'ai piqué les images que j'ai mis, parce que ça se fait d'habitude aussi, de pas faire de plagiat, mais de dire j'ai pris ces images-là gentiment et les ai empruntées à des amis. Et voilà, c'est tout. On pourra en parler après si vous voulez, si vous avez des questions.